Voilà, donc on a bootstrappé ces 3 business units que sont l'acquisition, la rénovation et la gestion. Donc aujourd'hui, on est capable d'offrir un service intégré aux particuliers qui souhaitent investir dans la pierre, et notamment dans l'ancien, pas dans le Pinel, parce que c'est pas un projet auquel on croit beaucoup. Le Pinel, on croit vraiment dans l'ancien, dans le LMNP, et donc on fait tout pour le client, de l'acquisition à la location, en passant par la rénovation et l'ameublement. Je rappelle pourquoi la classe est intéressante, c'est quand même la banque qui te finance ton bien, et c'est les locataires qui remboursent la banque. Et à aucun moment, on te demande de mettre de l'argent de ta poche. Alors en tout cas, dans les cas idéaux, il n'y a pas d'apport, ou en tout cas peu. Au pire, les frais de notaire. Et si ton truc est bien ficelé, t'as pas d'effort d'épargne à mettre tous les mois. Donc du coup, va trouver une classe d'actifs où tu peux acheter un actif à 300 000 euros sans sortir un centime de ta poche, qui s'auto-rembourse. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, si tu penses au truc et tu dois te jeter sur cette classe d'actifs tous les mois qui passent où t'as pas touché un loyer gratuitement, parce que c'est gratuit, t'as pas d'argent à mettre. Alors, juste au niveau des écoles de risque, il y en a 2. Il y a 2 approches possibles du marché. Il y a l'approche patrimoniale, bon père de famille entre guillemets, et l'approche rendement. Et forcément, on est souvent attiré par les sirènes du rendement. On se dit, je vais aller chercher le truc le plus rentable possible, et s'oublie la règle élémentaire en finance, qui est que le rendement et le risque vont de pair. Donc quand j'achète un truc rentable, mécaniquement, j'augmente mon niveau de risque. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphné. Eh bien, c'est parti. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode hors série. Et hors série, ce sont donc, vous rappelez-vous, pour les auditeurs qui nous écoutent depuis longtemps, ce sont donc les épisodes de ceux pour qui nous nous levons chaque matin, nos entrepreneurs. Ça fait un peu genre, ils nous appartiennent, mais c'est important, tu vois, c'est les nôtres. Ils font partie de notre portefeuille. Et aujourd'hui, on reçoit celui qui fait l'actu du jour, et c'est Thierry Vignal, le cofondateur de Mastéos, qui est sur le plateau avec nous. Salut Thierry. Salut Aurélie. Mastéos qui vient tout juste d'annoncer une levée de fonds record dans le secteur d'activité qui est la PropTech de 15 millions d'euros. Si je ne me trompe pas, Thierry. Au centime près. Au centime près. Aux côtés de Daphné, bien entendu, mais aussi de grands business angels de renom. Donc bravo Thierry à toi et ton équipe, et ton cofondateur aussi Maxime, qu'on salue. Oui. Voilà, on ne peut jamais vous inviter tous ensemble, mais voilà, on vous félicite tous les deux avec ton équipe. À côté de moi, c'est Stanislas Lotte, bien entendu, l'investisseur chez Daphné qui a réussi à séduire Thierry et son cofondateur. D'un point de vue professionnel. Bien sûr, toujours. Bien sûr, ouais. Mais on parle de séduction entre vous, hein, et toi, tu as séduit Stan aussi, d'un point de vue professionnel. Bon, on reste ouvert, de toute manière. Donc salut Stan, et merci d'être avec nous aussi et de prendre le temps d'interviewer Thierry. Hello Auré, hello Thierry. Salut. Alors, avant de parler de Mastéos, Thierry, quand même, on a juste envie de savoir un peu qui est l'homme derrière cette belle start-up que tu as montée il y a maintenant 2 ans, en 2019. On voudrait savoir un peu qui est Thierry Vignal. En évitant le CV LinkedIn. Ça va être dur. Si tu peux, J'ai un au peu, moins les 3 premières minutes, juste pour nous donner un peu plus de croustilles, parce que si on cherche sur Internet, on trouve pas genre... Il n'y a pas de linéarité dans mon expérience. J'ai un peu bourlingué à droite à gauche dans des secteurs différents. J'étais à Hong Kong en cabinet d'avocat, j'étais à Paris aussi en cabinet d'ailleurs, et après j'ai fait de la finance de marché à Londres. J'étais trader chez HSBC, donc comme dans le Loup de Wall Street, et sans le lancer de nain. Et c'était assez marrant, on avait plein d'écrans, ça hurlait dans tous les sens. Voilà. Et en fait, mon parcours, c'est vraiment... plein d'expériences hétérogènes cumulées, mais qui se croisent assez bien dans ce projet que j'ai lancé il y a 2 ans, qui est Mastéos, parce que j'avais fait de la fiscalité, du droit immobilier, de la finance. C'est un peu les 3 composantes du projet. Et j'ai rencontré Maxime Anquier, mon associé, qui lui a l'avantage d'être beaucoup moins phobique administratif que moi et plus perfectionniste. Et donc on avait vraiment une alliance entre le sales et l'ingénieur, quoi. Et du coup, on a lancé le projet. Au début,
sans grande conviction, je dois vous l'avouer, parce que c'était un marché qui était tellement gigantesque, c'était vraiment David contre Goliath. La première année, il s'est quasiment rien passé, on n'avait même pas de bureau, on était dans un bar PMU dans le 11e. Et puis la deuxième année, au premier semestre, on n'avait toujours pas d'employés, donc là je parle de l'année dernière. Hein. Et deuxième semestre, on a recruté un premier sales, c'est mal passé, un deuxième. Et en fin d'année dernière, ça a explosé. Mais j'ai du mal à comprendre comment ça s'est enchaîné si vite. On a commencé à faire vraiment des ventes cette fois, c'était plus 5 à 10 par an, c'était plutôt 5 à 10 par mois, et on avait des problèmes structurels de cash, donc on s'est dit il faut qu'on lève de l'argent, mais on connaissait personne. Moi j'ai jamais créé de boîte avant, je connaissais pas trop le monde des VC, mine de rien, et j'ai juste écrit sur WhatsApp à tous mes clients et tous mes employés. Et j'ai même pas de deck. J'aurais dit, est-ce que vous pouvez mettre de l'argent dans mon projet? Et il y a eu plein de petits tickets à 10 000, 15 000, 20 000. Et cumulé, en fait, ça a fait 1 million 100 000 euros. Alors qu'on voulait lever un cinquième de ça. Et donc, on a fait cette levée un peu à l'arrache sur WhatsApp. Et ça a mis un peu d'essence. Et le lendemain de cette levée, je sais pas comment Daphne nous a découvert, mais en tout cas, on s'est rencontrés par la force du destin, et on a eu une première visio où il y avait un bon fit. Après, on a déjeuné ensemble et on n'avait absolument rien à montrer parce que ça se faisait limite au téléphone et au stylo, donc on n'avait pas de data, rien, pas d'Excel. Ils s'arrachaient les cheveux et ils ont vraiment fait un leap of faith. Ils se sont dit, allez, on y va, on leur donne un peu d'argent parce qu'ils sont rigolos. Et du coup, ils nous ont mis, vous, Daphne, avez investi 2 millions d'euros suite à cette levée WhatsApp. Et donc ça faisait rappelle-nous quand même juste pour les auditeurs, s'ils sont pas familiers, à quel niveau Mastéos, c'est quoi? Enfin, exactement, à quel moment? D'accord, je rembobine. Alors... Non, mais un cas concret, pourquoi j'utiliserais Mastéos, par exemple? Alors déjà, pourquoi j'ai créé? Parce que j'avais fait un investissement locatif en rentrant de Londres au Havre. C'était une des pires expériences de ma vie. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être faire quelque chose. C'est comme ça que la plupart des entrepreneurs lancent leur boîte, c'est après une expérience traumatisante personnelle. Et donc je me suis dit, je vais aider les gens à investir. Parce que c'était très facile quand j'étais trader d'investir dans ma classe d'actifs, mais c'était beaucoup moins dans la pierre. Donc on va essayer de faire converger l'UX de ces deux classes d'actifs. Et on a commencé par la transaction. Donc on cherchait des biens et puis on structurait l'opération d'un point de vue juridique, fiscal, notarial. Et on s'est dit, oula, sur les travaux, on peut pas les laisser en plan, quoi, parce que le bien au Havre ou à Lille, si tu t'occupes pas des travaux pour ton client parisien, tu sers à rien. Donc on a rencontré Jérôme, GG, le roi du placo, si tu nous écoutes, qui est notre troisième associé, qui lui est un génie du bâtiment et qui a structuré notre activité travaux. Donc ça s'est bootstrappé. Au début, on sous-traitait. Et on a embauché un premier ouvrier, un deuxième, un plaquiste, un peintre. Et finalement, notre activité travaux, elle s'est internalisée au cours de l'année dernière. Et pour l'activité gestion, pareil. En fait, on avait de la gestion. On trouvait que les sous-traitants nous sous-traitaient mal. Et du coup, on s'est dit... moi, j'ai croisé un gestionnaire dans les parties communes d'un immeuble que j'achetais. Je lui ai dit, est-ce que t'es dispo? C'était un petit jeune, Hugo. Et il m'a dit, ouais, je suis dispo. Et je lui ai dit, bah voilà, j'ai 10 lots. Tiens, je te les confie. On regarde si ça marche. Et ça marchait très bien. Après, on en a eu 20, 30. Aujourd'hui, on en a 500. Voilà. Donc, on a bootstrappé ces 3 business units que sont l'acquisition, la rénovation et la gestion. Donc, aujourd'hui, on est capable d'offrir un service intégré aux particuliers qui souhaitent investir dans la pierre, et notamment dans l'ancien, pas dans le Pinel. C'est pas un projet auquel on croit beaucoup, le Pinel. On croit vraiment dans l'ancien, dans le LMNP, et donc on fait tout pour le client, de l'acquisition à la location, en passant par la rénovation et l'ameublement. Et c'est quoi le secret, Thierry? Parce qu'on a vu, il y a plein de petites boîtes qui font ça. Et vous, vous êtes passé, du coup, on va y revenir, mais de 20 à 180 employés en 12 mois. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a plein de boîtes qui sont restées petites et que vous êtes en train de scaler, avec une décroissance les plus rapides en Europe, quoi? Et d'ailleurs, il faudrait qu'on budgète les 180 qu'on a embauchés pour voir si ça rentre dans le business plan. J'ai pas encore fait cet exercice. Mais en l'occurrence, ce qui nous différencie, c'est vrai que c'est facile de faire juste la partie acquisition. Il faut une carte T, un petit site internet, et puis quelqu'un qu'on connaît en province qui va sourcer les immeubles. Donc ça se fait facilement. Donc il n'y a pas de barrière à l'entrée pour ça. Il n'y a pas besoin de tech, pas besoin de levée de fonds. Voilà. Il y a un peu de BFR parce qu'on encaisse 6 mois plus tard les offres qu'on génère à l'instant. Mais nous, on a pris ce pari d'internaliser les travaux, et ça, c'est une proposition de valeur qui plaît aux clients parce qu'ils se disent qu'on se déresponsabilise pas sur un sous-traitant, et c'est ce que font nos concurrents. Je crois qu'on est les seuls en France à avoir notre propre boîte de travaux.
les concurrents, ils te dirigent vers un sous-traitant travaux qu'ils ont plus ou moins testé, et puis débrouille-toi avec lui, quoi. Ou à la limite, ils gèrent un peu la relation, mais si ça se passe mal, c'est leur faute. Eux, ils se dédouanent. Le fait que nous, on assume l'ensemble de la chaîne de l'acquisition à la location, ça veut dire que au moment où on te propose un appartement, il faut que le bâti soit un minimum qualitatif, parce que sinon nous on va galérer sur les travaux. Il faut que les loyers qu'on t'annonce soient un minimum réalistes, parce que sinon on va pas pouvoir assurer la gestion, et en tout cas ça va être décevant pour toi et tu vas nous tracher sur Google. Donc en fait nous, ça nous responsabilise et ça rassure le client de savoir qu'on fait toute la chaîne, et ils viennent nous voir essentiellement pour ça. Et la raison pour laquelle les concurrents le font pas, c'est que c'est très capital intensive. Parce qu'il faut louer des énormes entrepôts de 1000 m², stocker du placo, avoir un réseau logistique, embaucher les ouvriers. C'est un enfer opérationnel que peu de gens ont envie de se prendre face nord, et nous on a fait le choix de le faire. Et voilà, donc et alors faut savoir quand même sur la concurrence qu'on respecte, hein, d'ailleurs, il y a pas de très méchants parmi les concurrents, mais c'est juste un petit monde. Le marché de l'immobilier en France, c'est 1 million de transactions. Le marché de l'investissement locatif, c'est un quart de ce marché. Donc il y a 250 000 investissements locatifs en France chaque année. Et sur ces 250 000 investissements locatifs, il n'y en a que 2% qui sont traités par des professionnels du locatif. Buy side, c'est-à-dire côté acheteur. Donc il y a nous, et il y a rendement locatif, projet locatif, investissement locatif.com, etc. Il y en a plein. Mais de toute façon, si tu peux tous nous additionner, on représente que 2% du marché. Donc la vraie concurrence, c'est Stéphane Plaza, Guy Hockey, Orpi, des gens qui font très bien leur métier, mais qui devraient le faire sur la résidence principale, parce que l'investissement locatif, c'est très technique. Il y a plein de problématiques qui vont bien au-delà des compétences d'un agent immobilier. Donc le juridique, le fiscal, le notarial, le bancaire, les travaux, l'urbanisme, la gestion, tout ça, c'est des problématiques qui sont vraiment complexes. Tu as besoin d'expertise en interne. Et l'agent immobilier, il va se contenter, lui, de prendre quelques photos avec l'iPhone, de le mettre sur le bon coin, de faire 3 visites, et il va s'arrêter là. Et il aura un template notarial qui va te faire signer en agence. Voilà. Donc nous, on va un peu plus loin là-dessus, mais on est les 2%. On se bat contre 98% du marché qui, selon nous, n'a pas de pertinence à être sur le marché de l'investissement locatif. Si vous nous écoutez. C'est un peu c'est violent, non? Je suis désolé. Non, mais ils bossent bien. On bosse avec eux en plus. Stéphane Plaza, Stéphane, si tu m'entends. Il est sympa, Thierry, sinon. Mais bon, il est obligé d'être comme ça. Il est obligé pour avancer. T'as bien raison. C'est pour ça qu'on t'accompagne, Thierry, aussi. Et à l'échelle européenne, il y a 1 million d'investissements locatifs. Donc c'est 250 000 en France, et c'est un quart du marché européen, la France, parce qu'on a une grosse culture locative, parce que la loan to value est très élevée, c'est-à-dire qu'il y a peu d'apports. On est un des pays où le système bancaire est le plus laxiste au niveau de l'investissement. En Espagne, ça peut aller jusqu'à 40% d'apport. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins d'investissement. Et donc la France, c'est un quart du marché locatif européen. Et le marché locatif européen, c'est 1 million de transactions et 40 milliards de chiffre d'affaires sur notre créneau, versus 10 en France. Donc c'est ça notre objectif, c'est l'Europe. L'Europe. C'est Stan, c'est ça qui vous a plu aussi. Au-delà des convictions et il y a de l'ambition, il y a les bras qui se tendent là. C'est pour ça aussi, et du coup, si on revient, parce que je t'ai coupé, mais donc à la levée de fonds où justement où vous avez rencontré Daphne, je pense que Stan vous avez dans le radar depuis quelques temps, et à mon avis il a suivi ça, et c'est pour ça qu'à mon avis c'était pas le destin qui vous a fait vous rencontrer, non? Il y avait c'était au moment des 2 millions, donc tu disais que Daphne avait investi 2 millions. Tu veux raconter et reprendre l'histoire? Ouais. Non, on se disait qu'il y avait un problème sur ce marché. On avait commencé on voulait rencontrer les gens sur ce marché. Les premiers qu'on a vus, c'est Mastéos. Et on s'est dit, ok, c'est les bonnes personnes pour faire ça. Et on a cru, il y avait cette internalisation des travaux qui peut être assez difficile à voir pour un VC au début. On se dit, ça va être beaucoup d'opérations. Et on a senti que c'était nécessaire, et on a vachement acheté la vision de Thierry et de Maxime, où effectivement, au début, on avait du mal à compter les ventes, quoi. Toujours un peu, non? En l'occurrence, niveau vente, on en a encaissé 200 en 2 ans, dont une centaine depuis le début de l'année. Et on veut finir l'année à 250 encaissements, 1000 l'année prochaine. Voilà. Donc ça, c'est des ventes encaissées. Après, on a des offres d'achat et on en génère 70. En mois de juillet, on en a généré 70. Et le but, c'est d'être sur un rythme d'une centaine de ventes par mois jusqu'à la fin de l'année, dans 10 villes en France. C'est beau.
Ouais. Et t'as réussi à convaincre pas mal de gens chez Daphni, dont je fais partie. Mais c'est qui un peu le profil des gens du coup qui vont acheter qui se faire accompagner par Mastéos? Au tout début, on avait une stratégie, il fallait aller vite, donc on allait voir des gros profils qui achetaient plusieurs immeubles en même temps, donc on était sur des profils assez haut de gamme. Moi, ayant un background technique, j'arrivais à répondre à ce genre d'interlocuteurs. Et donc on leur achetait plein d'immeubles de rapport. Au début, on vendait des immeubles à fort rendement parce que c'est ce qui se vend le plus facilement. Le problème, c'est que le rendement, il va avec le risque. Et plus c'est rentable, plus il y a des emmerdes. Et les emmerdes, on les gère en aval. Donc on faisait beaucoup de ventes, mais avec des frottements opérationnels assez forts sur la réno et la gestion. Et du coup, maintenant qu'on va un peu mieux financièrement, on a pivoté sur des biens un peu plus patrimoniaux et des profils d'acheteurs un peu plus normaux. Donc comme toi, comme moi, et on va sur le Vieux-Port, on va à Bordeaux, on va à Lille, et on va plus au fin fond de Maubeuge acheter du 15%, quoi. Ah oui, ok. Et comment on fait? Moi, je me dis juste pour gérer, c'est quand même il y a de la gestion locative, il y a de la rénovation, il y a du sourcing. Il y a de l'ameublement. Il y a de l'ameublement. Toi, tu as toutes les casquettes tu vois, comment vous êtes organisé en interne quand même pour faire autant de métiers et autant de... Ça se passe comment Alors ouais, c'est vrai que nous, on vend un process entier de l'acquisition à la location, mais tu as plein de métiers différents qui sont involved dans ce process. Alors les 3 grands, c'est acquisition, rénovation, gestion, mais il y en a plein de sous-métiers qui sont... donc l'ameublement, c'est quand même un 5e de notre activité, le meuble. Hein. On a des énormes entrepôts qui stockent des packs LMNP qu'on dispatche un peu partout en France, qu'on monte rapidement, où tu achètes à Perpignan ou à Marseille, tu as 3 T2 à meubler en LMNP, donc tu as 30 items dans la liste, ça va jusqu'à la brosse à chiottes, les tringles, le couteau de cuisine et tout, donc on te livre tout, avec le canapé, etc. On te le monte en 48 heures, c'est plié, t'as la bougie, t'as les éléments de décoration, et t'as plus qu'à mettre tes valises ou tes locataires. Donc ça, c'est la partie meuble, tu vois. Mais c'est qu'une partie anecdotique de notre business, c'est une boîte dans la boîte. Ouais. Après, t'en as plein d'autres. T'as la partie maintenance et entretien, qui est encore une fois une business unit dans la business unit rénovation. T'as la partie courtage en prêt qu'on ne fait pas, qu'on délègue à nos amis de Préto. Mais qu'on aurait pu avoir vocation à faire. La partie comptabilité locative, on peut la faire aussi en bout de chaîne, et c'est d'ailleurs ce qu'attendent les clients. Voilà, il y a 1001 métiers qu'on peut faire. Et comment on les fait? Toi, enfin les fondeurs, il y a comment vous... Tu peux pas avoir toutes les casquettes, Alors le grand jeu, c'est de mettre alors je trouve pas le mot. Voilà. Le grand jeu, c'est de mettre du liant sur toute cette business unit pour que ça soit un service intégré, que tu n'aies pas l'impression qu'il y a une cassure quand tu passes d'une BU à une autre. Quand tu passes de l'équipe Transac à l'équipe Travaux, en vrai, c'est 2 sociétés juridiquement, mais du point de vue du client, ça doit être une seule marque, Mastéos. Voilà. Ouais. Donc, mettre du liant et créer de la fluidité dans les passages inter-BU, c'est le grand défi. Mais ce qui est vrai, c'est que Stan a investi dans 4 boîtes pour le prix d'une, quoi. C'est vraiment la promo de l'année. Il pensait acheter une boîte d'IMO, il a une boîte de meubles, de gestion locative, de travaux. Il a tout en un, quoi. Donc voilà, pour la valo d'une boîte d'IMO classique. Je sais pas qui est gagnant ici, mais j'ai l'impression qu'on s'est fait un peu... voilà. Bon. Non, mais très sérieusement, c'est un des trucs qui nous a un peu conquis aussi, c'est que vous êtes en train de créer une sorte de classe d'actifs où l'IMO, c'est un truc hyper rentable avec le levier bancaire, mais qui est un enfer à gérer. Et vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est de garder ce rendement qui est quand même hyper sympathique et qui a pas tellement d'équivalent, et d'en faire une classe d'actifs nettement plus simple à gérer, quoi. Et enfin, ouais. Nous, c'est la proposition de valeur qui nous a fait tilter, quoi. Ouais, parce que pour le coup, moi, j'avais bossé en finance, j'ai fait pas mal de classes d'actifs, de l'obligataire, du forex, de l'equity, etc. Et ces classes d'actifs, elles ont au moins l'avantage de la simplicité. Tu vas acheter une action LVMH, tu appuies sur un bouton sur Boursorama, c'est direct. La classe d'actifs immobiliers, en termes de risk adjusted return, c'est-à-dire de rendement ajusté pour le risque, c'est imbattable. Même après du levier bancaire, pour un même niveau de risque, tu as des unités de rendement qui sont un multiple de ce que tu peux trouver ailleurs. Donc c'est la classe d'actifs financièrement la plus saine possible, toute classe d'actifs confondue, celle que je conseillerais à mes proches. Mais c'est la plus compliquée d'accès. Donc nous, on veut faire converger la facilité d'accès des actions en bourse avec celle de l'immobilier. Ça doit être aussi simple de faire l'un. Il y a une sous-classe immobilière qui est le Pinel,
Nous, on n'aime pas trop d'un point de vue financier. En revanche, elle a été packagée et elle est quasiment aussi simple d'accès que d'autres classes d'actifs. Donc, en fait, on veut pinelliser l'investissement dans l'ancien, quoi. Ok, très clair. Ah, mais c'est vrai que ça donne envie, puisque c'est ce qui fait... Non, mais ça fait peur. À chaque fois, tu te dis, non, ça me saoule, il y a trop de trucs à faire. Tu vois, tu veux pas passer le cap parce que tu dis, ça va être trop compliqué, quoi. Et vous êtes un peu la solution pour nous aider, en tout cas ceux qui peuvent investir et se lancer. Ouais. Pour y aller, en fait, passer le cap, parce que vous nous aidez, vous nous accompagnez de A à Z. Ouais, et d'ailleurs, quand tu dis... Enfin, je rappelle pourquoi la classe est intéressante, c'est quand même la banque qui te finance ton bien et c'est les locataires qui remboursent la banque. Et à aucun moment, on te demande de mettre de l'argent de ta poche. Alors, en tout cas, dans les cas idéaux, il n'y a pas d'apport, ou en tout cas peu. Au pire, les frais de notaire. Et si ton truc est bien ficelé, t'as pas d'effort d'épargne à mettre tous les mois. Donc du coup, va trouver une classe d'actifs où tu peux acheter un actif à 300 000 euros sans sortir un centime de ta poche, qui s'auto-rembourse. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, si tu penses au truc et tu dois te jeter sur cette classe d'actifs tous les mois qui passent où t'as pas touché un loyer gratuitement. Je veux dire, c'est parce que c'est gratuit, t'as pas d'argent à mettre. Enfin, moi, je fais des prêts sans apport assez régulièrement. Il y en a de moins en moins, mais on peut encore en faire. Tu mets pas d'argent de ta poche et c'est pas toi qui rembourse la banque, c'est les locataires. T'imagines à quel point c'est vertueux financièrement et avec un niveau de risque qui est super faible parce que tu loges des gens, ils sont sous un toit, ils te payent, t'es en garantie loyer impayé, t'as hedgé une grande partie du risque. Donc c'est absolument merveilleux comme univers financier, mais il y a la complexité opérationnelle de mener à bien le projet. Et c'est là où on intervient. Et il y a un chiffre qui est marquant quand même, c'est qu'il y a un moment, ils avaient, je vais dire une connerie, mais c'est 50% des gens qui achetaient sans aller visiter le bien. Enfin, dans la logique de packager le produit, je trouve que c'est assez impressionnant, quoi. Ouais, c'est toujours le cas. On a assez peu de visites parce que on a acheté des caméras Matterport pour faire des visites virtuelles. Donc, on fait un scan 3D de tous les biens qu'on propose. Et du coup, tu peux le voir sur l'iPhone et tu te balades en visite virtuelle. Et puis, tu as Google Street View pour les environs. Et c'est ça, vous avez une app, tout est disponible. Ouais. On voit les biens qu'on peut trouver, on peut les voir en vidéo, en photo. Et ensuite, surtout en visite virtuelle, du coup, tu te balades. Ouais. Et t'as sur l'app, tu vois la modélisation financière du bien. On t'a préchiffré les travaux en amont parce que nos archis ont, justement, grâce à la visite virtuelle, ont pu faire un chiffrage assez poussé avant que tu aies à te positionner. Alors que toi, si tu y vas, t'as juste tes yeux pour voir l'appart et puis chiffrer au doigt mouillé ton truc avant de faire ton offre. Donc nous, ça a été modélisé financièrement avant qu'on te le propose. Tu peux customiser ta modélisation financière avec des petits curseurs sur l'app pour mettre plus ou moins d'apport, mettre un taux différent, faire la gestion toi-même. Tu vois, tu peux la customiser, voir si ça change un peu le cash flow. Et donc on a gamifié un peu cette partie-là. On travaille sur un algorithme de matching pour que tu reçoives des biens qui correspondent à ta sensibilité d'investisseur. Donc on va repondérer ta sensibilité au rendement, à l'esthétique, à l'emplacement, à pas mal de critères, un peu comme sur Tinder pour que ça matche le plus précisément possible. Et ça, c'est l'enjeu tech. Et c'est dont on n'a pas parlé et qui nous distingue aussi des concurrents parce que peu de gens se sont embêtés à faire de la tech sur un secteur qui a priori n'en a pas besoin. Et en fait, l'expérience client qui est apportée par la digitalisation du process, elle est essentielle. Parce que ça rend le truc beaucoup moins emmerdant quand tu peux le faire depuis ton iPhone sur ton canapé, comme tu achètes ton action Boursorama avec de la visite virtuelle, de la modélisation. Tu fais une offre, tu appuies sur un bouton. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Ça a l'air si simple. Je pense que tous les auditeurs là, ils vont direct. Vas-y, moi aussi, je vais investir. J'y vais. Non, mais c'est vrai, c'est top. Ouais. C'est pas simple. En fait, en coulisses, c'est pas simple parce que tu as une gestion opérationnelle qui est très complexe. Parce qu'en plus on est dans une dizaine de villes, donc c'est une dizaine d'équipes d'ouvriers, c'est une dizaine d'équipes de sourcing, une dizaine d'équipes de gestion locative, c'est des CDI qu'on gère, t'as des réseaux logistiques un peu complexes, t'as des entrepôts, t'as des agences locales, t'as des... Bon voilà. Et surtout, il y a beaucoup d'éléments dans la chaîne qu'on ne maîtrise pas. Si tu veux, s'il y a une fuite d'eau à un moment, s'il y a un locataire qui est en retard de loyer, on peut pas l'anticiper, quoi. On va très loin dans la due deal. Mais il y a pas mal de trucs qu'on maîtrise pas. Et du coup, ça peut, sur certains frottements qui sont exogènes à ce qu'on peut faire, ça peut générer de l'insatisfaction. Et c'est assez ingrat, mais c'est la vie. Et c'est pour ça qu'il y a peu de gens qui se mettent sur ces secteurs. C'est un secteur où ton niveau de maîtrise est assez limité, quoi. Et nous, l'enjeu, c'est vraiment de pousser ce niveau de maîtrise, de due deal. On a nos propres équipes notariales maintenant en interne pour minimiser le risque, hedger un maximum du risque avec la garantie loyer impayé de nos amis d'Uncle, par exemple, et aller encore plus loin dans la garantie du risque et dans la minimisation des frottements. Ah ouais.
Très clair, non mais c'est super Thierry, vraiment. J'avais une question qui m'est... T'en avais une toi Stan? Parce que moi j'en ai une pour revenir sur autre chose, mais vas-y. Ah ouais, moi si t'as des petits tips un petit peu pour la communauté Daphni. Si tu prends, si on prend ton meilleur pote qui est très pro risque, s'il te demande une ville où investir, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Je sais à qui tu fais allusion. Alors, juste au niveau des écoles de risque, il y en a deux. Ouais. Il y a deux approches possibles du marché. Il y a l'approche patrimoniale, bon père de famille entre guillemets, et l'approche rendement. Et forcément, on est souvent attiré par les sirènes du rendement. On se dit, je vais aller chercher le truc le plus rentable possible et s'oublie la règle élémentaire en finance qui est que le rendement et le risque vont de pair. Donc, quand j'achète un truc rentable, mécaniquement, j'augmente mon niveau de risque. Forcément, je serai plus rentable à Roubaix qu'à Bordeaux. Mais à Roubaix, j'aurai pas les mêmes locataires qu'à Bordeaux. J'aurai pas le même track record de paiement. J'aurais pas la même qualité du bâti, etc. Donc, tous les risques takers qui veulent se lancer dans l'IMO avec des rentas pas possibles, il faut voir mon expérience perso d'investisseur. Moi, j'ai commencé au Havre. Ensuite, je suis allé acheter un petit immeuble de rapport à Roubaix, à Hénin-Beaumont, à Merville, qui est une ville un peu une ville du Nord où il y a 1000 habitants. Voilà, et j'avais un immeuble à 15%. Voilà, j'ai acheté les trucs les plus rentables possibles. Et je me suis bien cassé la gueule parce que finalement, j'avais un locataire sur deux qui payait pas. Les garanties loyers impayés voulaient pas me garantir. J'ai eu 2 meurtres dans mes immeubles. Les locataires, ils partaient à la fin du bail avec ma cuisine. Tu sais, je leur mets une cuisine toute neuve, ils la démontent et ils partent avec. Enfin, c'est l'enfer, quoi. Ouais. Et en fait, mon réel rendement, il était à 4, alors qu'il aurait dû être à 15, tu vois. Et après, je suis passé dans l'école patrimoniale et j'ai acheté sur le Vieux-Port à Marseille. Un truc, je l'ai surpayé, j'assume de l'avoir surpayé, j'ai acheté 5 ou 6 du mètre, alors que Marseille on est à 3, du port un peu plus, mais vraiment j'ai surpayé, il était pas rentable, mais du tout, c'est-à-dire que ça génère sur le papier du 3-4%. Et en fait, je me suis débrouillé pour que ma structuration bancaire rendre le truc un peu équilibré. Donc j'ai appelé une banque qui étale bien les durées, donc j'ai emprunté sur une très longue durée. J'ai mis du différé de remboursement justement pour me constituer une trésor pour éponger le cash flow négatif futur. Il s'avère que j'ai fait un peu de Airbnb parce que Marseille l'autorise. Mais en fait, mon investissement à Marseille, déjà, il génère de la plus-value. C'est l'avantage du patrimonial, c'est qu'on peut faire de la plus-value que tu ne peux pas faire en banlieue de Roubaix, quoi qu'il arrive. Donc tu as du rendement mais tu n'as pas de plus. Moi j'ai généré entre le moment où j'ai fait mon offre et aujourd'hui, c'est en 6 mois, j'ai déjà fait plus 20% de plus-value parce que Marseille a explosé. Donc j'ai eu un peu de chance mais j'aurais pas pu l'avoir sur le rendement. Ouais, c'est clair. Et ensuite sur la structuration bancaire, j'ai rendu équilibré mon investissement parce que j'ai poussé ma durée, j'ai mis du différé, je me suis débrouillé pour que la mensualité match. Donc il est pas rentable mais finalement je me suis enrichi bien plus sur du patrimonial que sur mes trucs pourris dans le Nord. Ouais, c'est clair. Voilà. Il y a un peu de tringlerie, mais bon, une fois que tu as compris un peu le... Donc moi, je suis passé du côté clair de la force, le patrimonial, et j'invite les gens à s'intéresser un peu à ce modèle-là, parce qu'en fait, on peut faire beaucoup plus d'argent que sur du rendement. Même si on est omnibulé par la rentabilité à court terme, en vrai, c'est un niveau d'emmerde qu'on n'a pas envie d'avoir, quoi. C'est clair. Et vas-y, Stan. Non, je disais que tous les gens à qui il a vendu du rendement qui entendent ça sont en train de trembler. Il y a des bonnes success stories. Ton immeuble à Douai, je crois que c'est pas mal. Ça tourne, bon, c'est bon. Voilà. Moi, ma question, quand même, après tout ça, c'est tout ce que vous avez fait en 2 ans, c'est incroyable. Mais comment on passe quand même de trader à entrepreneur où tu risques tout tu vois, enfin, qu'est-ce qui t'a donné la niaque pour y aller au-delà des classes d'actifs que tu comprends très vite et que tu connais via ton ancien métier, etc. Alors, comment on devient entrepreneur comme ça alors qu'on est un trader et que j'imagine, tu vois, que, enfin, tu te dis pas, tiens, ou tu te dis à 40, 45 ans, tu vois, je vais quitter le trading, c'est bon, j'ai fait un peu de thunes. C'est peut-être, on idéalise un peu peut-être ces métiers-là. Non. C'est des métiers d'argent. Il y avait un intérêt intellectuel, macroéconomique, d'analyse qui était intéressant, mais au-delà de ça, quand tu dis t'as tout risqué pour monter ta boîte, c'est pas vrai. Il y a des gens bien moins lotis que moi. Moi, j'ai un diplôme d'école de commerce, j'ai des parents CSP+, j'avais un peu d'épargne en rentrant à Paris, donc je n'ai pas tout risqué. À la limite, ça se plantait, je continue à avoir un toit et à bien manger. Donc, j'ai pas tout risqué. Et moi, j'invite à ce que des entrepreneurs qui sont moins bien lotis que moi prennent de vrais risques. Parce que moi, c'est pas des vrais risques, c'est des risques modérés, quoi. J'ai une baisse de salaire, voilà. En l'occurrence, je suis rentré de Londres après avoir fait 4 ans dans la finance.
Et c'était pour des raisons, j'en avais marre de Londres, j'avais quitté ma copine à l'époque, et en France, je pouvais pas trop faire de finance de marché parce qu'on n'est pas une très grande place financière là-dessus. Donc j'ai erré, voilà, et puis en fait, le hasard des rencontres, comme dirait Edouard Baird, fait qu'à un moment, je me suis retrouvé dans un bar avec Maxime, grosso modo, je la fais courte, mon associé, que je connaissais très peu finalement. Et puis, pour m'occuper, j'ai lancé ce projet. Et voilà. Mais tu vois, tu peux pas romantiser à chaque fois les histoires d'entrepreneurs, parce que parfois, c'est pas romantique, ça n'a rien de sexy, c'est simplement un hasard total. Et c'est le cas. Et finalement, en fait, Mastos, c'est né il y a 1 an, en vrai. Les premiers 18 mois, on a littéralement rien fait à part se retrouver dans un bar, quoi. C'est rassurant ou pas, Stan? Et donc. Non, mais c'est beau. Et aujourd'hui, on revient à cette levée quand même de 15 millions. Ouais. Donc, il y a 1 an, vous êtes dans un bar, comme tu dis, où il y a 2 ans. Ouais. Parce que je pense que tu t'exagères un peu. Il y a 2 ans. Attends, j'avais que 30% marseillais, Thierry. Et j'avais que 2 employés il y a 1 an. 2 ou 3 CDI. Il y a 1 an jour pour jour, j'avais que 3 CDI. Aujourd'hui, j'en ai plus de 150. Donc, effectivement, ça allait très vite. Et alors, je saurais pas expliquer les raisons de cette vitesse. Je crois qu'en fait, on s'est entouré des bonnes personnes et on a bien exécuté. Et puis, il y avait un environnement de marché favorable. Il y avait une faible pression concurrentielle, c'est-à-dire que le peu de concurrents qu'on avait on pouvait facilement améliorer leur service. Et il n'y a pas beaucoup de secteurs comme ça où tu as peu de barrières, en fait. Donc, tu peux aller très vite. C'est comme dans l'espace, tu n'as pas de frottement, les fusées foncent. Donc, voilà, c'est ça qui s'est passé. Et au niveau de la levée de fonds à 15 millions... Et oui, c'est pourquoi faire, hein, Stan? Tu peux peut-être expliquer, parce qu'on en est resté à 2 millions en fin d'année. Exactement, expliquer comment on passe de 2 à 15. Qu'est-ce que c'est que cette tringlerie-là? J'aime bien utiliser ce mot, parce que vous l'utilisez à chaque fois. Pourquoi faire? Mais pour croître, continuer à croître. Ça s'est fait un peu moins à l'arrache que la levée WhatsApp de novembre, mais en fait, très honnêtement, on a cru tellement vite que on est revenu un peu la queue entre les jambes, voir Daphne, voir Stan et Pierre-Éric, en leur disant on allait un peu vite niveau croissance, il va falloir remettre de l'essence. Et ils nous ont dit pourquoi pas essayer de faire un peu plus attention, essayer de monter un pôle finance pour mieux maîtriser votre croissance. Et en fait, c'est comme ça que s'est initié ce tour. Et finalement, il y avait tellement d'excitation pour le projet Mastéos chez d'autres acteurs qui sont venus s'agréger. Et au final, c'était pas forcément le montant qu'on avait en tête. C'était vraiment remettre un peu d'essence pour continuer cette accélération. Et finalement, la machine s'est un peu emballée, la mayonnaise est montée auprès des fonds et auprès des business angels. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a fait un multiple de ce qu'on avait envie de lever, quoi. Et donc maintenant, je citais le philosophe Alain, il faut choisir de rendre le choix bon. Donc maintenant qu'on a levé 15 millions, qu'est-ce qu'on en fait? On s'attaque à l'Europe. Donc on couvre une plus grande partie du territoire français. Aujourd'hui, on est à Bordeaux, Lille, Marseille, Nantes, Lyon, etc., Paris, etc. Mais on peut couvrir encore le double du territoire qu'on couvre actuellement, mais surtout l'Europe. L'Europe, c'est un marché où on n'a pas non plus de concurrents. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune boîte en Europe, et j'ai vraiment poussé loin l'étude de marché qui fait ce qu'on fait, qui aide les gens à investir dans la pierre. Et pourtant, les marchés locatifs européens, on a fait une étude de 30 pages, on a analysé chaque marché un par un. Ce sont des marchés très riches, très profonds. Le marché allemand, le marché belge, le marché hollandais, le marché polonais, etc. Donc, on va aller s'installer dans ces villes-là. Là, on ouvre Berlin et Bruxelles en fin d'année. On a déjà une équipe Europe qui est sur le terrain et on a déjà nos premiers clients qui nous ont commandé des immeubles. Donc, tu arrives à répliquer le modèle, voilà. Alors que les législations, je pense que sont différentes. Il y a des choses qui diffèrent un peu. Oui, bien sûr, mais elles sont moins hétérogènes. Locaux. C'est un peu comme si tu allais aux États-Unis. D'un État à l'autre, il y a 2-3 règles qui changent, mais en vérité, si tu creuses le truc, tu as toujours une promesse de vente à un moment, tu as toujours un agrément carte T à aller obtenir. T'as toujours un délai pour aller chercher ton financement. Les banques qui te financent sont à peu près les mêmes qu'en France. Et puis il y a une signature finale et il y a toujours l'équivalent d'un notaire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est des modèles, des structures d'acquisition qui sont assez similaires d'un pays à l'autre. Et les gens ont de l'apport, les gens ont accès au système bancaire comme en France. Donc, faut juste traduire l'app, quoi. Ouais. Juste. Et embaucher quelques talents locaux pour trouver les bons biens. C'est ça.
Génial, vas-y. Ouais, en parlant de talent, vous avez quand même fait un très très gros coup là en recrutant du coup Gabriel Klein qui est l'ex-CTO de Conto. Est-ce que tu peux nous raconter comment on recrute comme ça un fondateur d'une des plus belles scale-up françaises? Alors j'en reviens moi-même pas. En l'occurrence, si je me remémore bien, il est venu en tant que client à la base parce que il avait gagné pas mal d'argent avec Conto, qui est donc une des plus grosses fintech européennes, et il en était quasiment l'un des cofondateurs. Enfin, en tout cas, c'était le premier employé, donc il avait une part significative du capital de Conto, et il avait de l'argent à placer, donc il est venu nous voir en tant que client, et il a été hyper séduit en fait par le modèle lui-même. Et au fil des discussions, il a dit mais en fait Conto, j'ai fait le tour, voilà, j'ai bâti ce que j'avais à bâtir et j'aimerais bien retrouver un projet un peu plus jeune et l'amener au même niveau que Conto en fait, répliquer l'exploit. Et je lui ai dit bah écoute, avec plaisir, voilà ton siège, voilà ton CDI. Et alors je me dis il a pas besoin de CDI, c'est une erreur d'arrondi mais bon, on a quand même signé un CDI avec un salaire et puis un badge, et voilà, il nous a rejoint. C'était le CTO de Conto et aujourd'hui c'est le CTO de Mastéos, et on continue à gérer son IMO, et lui il nous construit une app du tonnerre pour digitaliser tout le process d'investissement. Eh ben écoute Gabriel, bienvenue dans l'aventure. Si tu nous écoutes. Stan, t'avais d'autres... vas-y. Pardon, il a participé à la levée de fonds de manière assez significative, et on le remercie pour la confiance qu'il nous a accordée. Non mais écoute... Merci Gabriel. Ouais. Stan, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? On a passé un peu le temps, mais écoute Thierry, au moins tu nous donnes un peu tous les détails et on comprend exactement ce que c'est, donc c'est important. C'est le but de ce podcast, c'est donc vous apprendre. Voilà, la grande nouvelle, c'est que Daphne vient d'investir dans Mastéos et que vous compreniez aussi pourquoi et qu'est-ce que fait Mastéos. Est-ce que vous avez d'autres points à aborder, messieurs, sur votre rencontre, sur les next steps? T'as dit l'Europe. J'imagine beaucoup de recrutement. Moi, je salue quand même le courage de Daphne d'investir dans une boîte Ops et pas SaaS. C'est vrai que c'est moins intimidant d'aller sur des modèles SaaS facilement scalables, etc. Nous, on a un modèle scalable, mais scalable avec de la sueur et du sang, parce qu'il y a des Ops justement, et il y a peu de fonds sur la place qui acceptent d'aller sur ce type de business model. Donc bravo à Daphne. Et ouais. Voilà, et on aime beaucoup l'expertise et la discipline qu'ils nous apportent. C'est vrai que nous, c'est notre première entreprise avec Maxime, et eux, ils en ont vu d'autres. Ils ont vu des plantages, ils ont tout vu, donc ils nous enrichissent de leur expérience. Voilà, donc on est vraiment content de bosser. En plus, c'est une très bonne ambiance. Puis on se retrouve au niveau des valeurs du RSE. Donc bon match. L'algo de matching Céleste a bien marché. Et on n'a pas payé Thierry pour dire ça. Bon, après, vous allez nous dire oui, ils sont chez vous, ils sont venus parler de Mastéos, il y a Stan en face, ils sont obligés. Il a un flingue sur la tempe. Il a un flingue sur la tempe. Merci Thierry. Écoute, je regarde un peu. On va finir avec nos 4 questions parce que tu vois, on est déjà à 38 minutes. Et donc, c'est bien. Et on va te demander, mais en fait, cette question-là, tu nous en as parlé déjà, mais on en avait une, c'était qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Mais en fait, on l'a su dans la vidéo. C'est quoi? C'est ton Mon chien, ouais, qui aboie la nuit, ouais. Donc en fait, on a la réponse. La deuxième, c'était est-ce que c'était mieux avant? Avant Mastéos? Ah d'accord, vous faites exprès de pas donner la fin, d'accord. Le monde d'hier. Alors... Non, moi je trouve l'époque hyper excitante. Après, faut être au bon endroit dans l'époque actuelle pour en profiter. Et il y a des gens, encore une fois, qui en subissent. C'est très inégalitaire comme époque. C'est-à-dire ceux qui sont au bon endroit en profitent de manière vraiment intense, et inversement proportionnelle pour ceux qui sont moins bien lotis. Donc en l'occurrence, moi je suis du bon côté et j'adore cette époque, mais je pense pas que ce soit la plus saine que l'histoire ait connue d'un point de vue social. Donc peut-être que c'était mieux avant si je devais choisir une place. Tu vois ce que je... Ouais. Attends, ce que c'est pas... je vais le formuler de manière un peu plus élégante. Si Dieu me dit tu sais pas où tu vas atterrir dans le paysage social et tu dois choisir une époque, je choisirais pas celle-là. Je choisirais peut-être la belle époque, le début du siècle, qui avait l'air un peu plus sympa d'après Stéphane Zweig. Quand il en parle, on se dit que quelle que soit ta place, tu pouvais être épanoui. Cette transition est incroyable. Exactement, vas-y Stan. La question suivante, quel est ton livre préféré?
Excellente question, et c'est dur d'en avoir qu'un. Le monde d'hier de Stefan Zweig est un très très grand livre. Attends, j'en ai peut-être des plus intéressants que ça. C'est le dernier, Le Monde d'hier. C'est pas son. C'est son dernier, il vient de sortir là. C'est pas son plus joyeux, c'est ça? Non, c'est pas son plus joyeux. En général, les livres qui m'ont le plus marqué sont rarement les plus joyeux. Si c'est un homme de Primo Levi, qu'est-ce que j'ai là, j'ai relu 1984 de George Orwell, qui est très puissant quand même. On le lit tous à l'école et on n'en sent pas l'intensité et l'actualité. Je crois que ça suffira pour le moment. Et moi, Thierry m'a fait lire Magellan, que je peux recommander à n'importe qui de Zweig. Écoute, c'est des bonnes recos. Magellan de Stefan Zweig, c'est effectivement mon livre préféré. Merci de me le rappeler. C'est vous élevez un peu le niveau. Un des derniers podcasts, je parlais de la biographie de Tapi, moi, sur mon livre de l'été. Il y a la biographie de Paris Hilton qui est pas mal aussi. Il est grand temps que j'aille faire un tour dans la bibliothèque de Thierry pour me rappeler un peu des bons classiques ou des gens qui ont marqué. En tout cas, mais bon, elle était très bien aussi la biographie de Tapi, je vous le dis. Ok. Donc, doute pas. Et la dernière question, Thierry, est-ce que tu peux nous dire un petit mot pour la fin? Oui, le mot bus. C'est-à-dire? Un petit mot. Mais non, mais on est censé rebondir, Je crois que ce sera le mot de la fin, Auré. Le bus scolaire, le bus. C'est un petit mot, le mot bus. Un petit mot. Ah merde, non mais je pensais que tu l'avais, Auré, je suis désolé. Je suis trop passée pour une blonde, Thierry, là. Tu veux la refaire? Non, on va pas la refaire, je vais l'assumer. Parce que franchement, je sais pas, je voulais que tu nous remercies. Je pensais pas à la longueur du mot. Oh là là, bon voilà, vous avez vu, il est aussi très drôle, Thierry, au-delà d'être brillant et de monter une boîte qui cartonne, qui s'appelle Mastéos. On sait que vous êtes déjà tous sur le site, vous êtes tous en train de télécharger l'app, on le sait, et puis voilà, n'hésitez pas à le contacter. Si besoin, s'il y a des questions, il y a une grosse équipe derrière. Si vous voulez travailler pour Mastéos, si vous pouvez amener des compétences, des choses à Mastéos, n'hésitez pas. Il y a Stan aussi qui est dispo chez Daphne. Si vous voulez parler de ce sujet, voilà. Donc, et si vous avez aimé Mastéos, surtout, partagez cet épisode à vos potes qui veulent aussi investir. Voilà, nous, on n'a pas d'enjeu de sponsoring, mais on a des enjeux. On veut aider nos fondateurs, je l'ai encore dit. Peut-être que vous aimez pas quand on dit ça, non? Si, tu nous possèdes. Ouais. You own us. Mais c'est même pas dans ce sens-là. Mais en tout cas, merci Thierry encore d'être venu. Merci beaucoup. Merci de me remercier. Bonne chance pour la suite. Merci. On va te suivre de près, forcément, parce que c'est Stan et Pell qui suivent Thierry et Maxime. Stan, bravo pour ce dernier investissement. Il faut quand même vous féliciter aussi, l'équipe. Merci Auré, merci Thierry. Et à très vite à tous. Salut. Ciao. Ciao.